Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux ce matin de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Digital et Management, deux facteurs de succès indispensables pour la QVT. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois deux intervenants. Tout d'abord Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Et puis Kevin. Je vais d'abord laisser Benoît se présenter. Benoît Paxeux, je suis le directeur du développement RH chez Kiloutou. Et dans le développement RH, on met tous les sujets qui touchent un petit peu à l'humain, et notamment la partie expérience collaborateur sur lequel on s'est engagé depuis quelques années. Et Kevin. Enchanté, donc Kevin Bourgeois, je suis président et cofondateur de Supermoon. On est une entreprise qui fait du feedback dans les entreprises pour donner une voix aux collaborateurs et avoir plein de données sur qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail. Super. Alors, juste avant de démarrer, Benoît, tu peux juste nous refaire un petit brief de qui est Kiloutou en termes d'effectifs, d'implantation, pour qu'on ait un peu une idée de la taille du groupe. Alors, Kiloutou, c'est une société de services, donc on est un loueur de matériel qui s'adresse avant tout aux professionnels, entreprises petites, moyennes ou grandes, qui reste ouverte aux particuliers. Alors, je me permets toujours cette petite précision parce que Kiloutou a longtemps été connu pour être dans le B2C, et aujourd'hui, plus de 95% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec le professionnel. Donc, il y a une vraie mutation qui s'est opérée dans le modèle de Kiloutou depuis plusieurs années. Voilà, et ça représente aujourd'hui un réseau de plus de 500 agences. On est présent sur 6 pays avec un cœur historique français, bien entendu. Et donc, c'est près de 6 000 collaborateurs en France et 7 000 sur le territoire européen, puisque l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne et le Danemark depuis quelques mois où nous sommes présents. Voilà, donc voilà les territoires que nous couvrons aujourd'hui, et avec des ambitions plus grandes à la fois sur des relais de croissance nouveaux, mais aussi sur le développement des territoires existants et d'autres territoires européens ou autres. Ça marche. Alors, dans ce titre évocateur, ce matin, on a trois termes importants. On a le digital, on a le management et on a la QVT. Alors, le digital, on commence à connaître très bien, hein, et puis nos amis RH ont largement éprouvé le digital qui a été grandement accéléré via la crise sanitaire. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une stratégie de QVT, de qualité de vie au travail, et même plus loin, hein, d'expérience collaborateur, on y reviendra Benoît, quelle est la place de l'outil finalement? Est-ce que l'outil est une fin en soi? Pas forcément. Et l'idée est de voir comment on peut déployer au mieux une solution digitale dans l'entreprise, mais en négligeant pas l'accompagnement et la formation des managers finalement. Benoît, c'est quoi ta définition de la QVT? Ça veut dire quoi pour toi? Alors, il paraît qu'on ne dit plus QVT, mais QVCT, accessoirement. Donc voilà, pour moi, c'est tous les éléments qui vont permettre aux collaborateurs d'avoir un environnement de travail le plus satisfaisant et le plus agréable possible. Je me suis longtemps posé la question de c'est quoi la différence entre je vais rester sur la notion de QVT et expérience collaborateur. L'expérience collaborateur est à la fois sur l'environnement pro, mais elle intègre aussi tous les moments plus personnels qui peuvent avoir un impact dans la vie professionnelle. Hein. On pense à la maladie, on pense à la naissance, au mariage. Enfin voilà, il y a beaucoup d'événements perso qui ont un impact pro. Et donc la QVT, pour moi, reste vraiment concentrée
sur l'univers et l'environnement de travail, environnement humain et puis environnement matériel, organisationnel derrière. Kevin, tu veux compléter? Non, je pense que la définition est très, très juste, très bonne. On parle nous aussi pas mal d'engagement, qui est un terme très proche, très adjacent. Il y a une notion dans l'engagement aussi de performance, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un collaborateur qui se sent bien, où il y a un certain bien-être, mais également qui apporte quelque chose à l'entreprise, donc qui est performant. Voilà. On peut rentrer dans tous les débats de l'un va pas sans l'autre, l'un n'est pas pérenne sans l'autre. Alors, il y a un truc intéressant que tu me disais quand on préparait ce webinaire, Benoît, c'était de me dire, bah, nous, chez Kiloutou, par exemple, on est plutôt dans la culture de la parole plus que dans la culture de l'outil aujourd'hui digital. C'est-à-dire qu'on se parle autour d'un café. Et donc, c'est important, mais peut-être que ça nécessiterait d'être plus encadré, structuré. Ouais, on a une culture de la relation qui est très forte chez Kiloutou. Il y a beaucoup de moments de convivialité, de proximité entre les collaborateurs au sein d'une agence, au sein du groupe, dans sa globalité. Je vais pas tous les étayer et les détailler. Et c'est vrai que pour nous, en fin de compte, c'est une culture très orienté vers l'informel plus que vers le formel. Et donc, pour nous, le digital est un levier pour rendre les éléments plus formalisés. Et donc, le digital, pour nous, est un accélérateur de bonnes pratiques et un moyen de formaliser tous les moments et toutes les interactions que l'on peut avoir au sein d'une équipe, entre les équipes. Voilà, donc pour nous, le digital, c'est vraiment un moyen d'accélérer des bonnes pratiques sur le terrain. Kevin, l'outil digital est selon toi nécessaire en entreprise? Ça dépend ce que veut l'entreprise. Je suis vraiment d'accord avec Benoît que c'est juste un moyen, c'est pas une fin en soi, l'outil. Par contre, c'est un moyen qui permet d'atteindre beaucoup plus vite les fins qu'on souhaite, notamment, sur le fait de dépasser une certaine taille d'entreprise. C'est très compliqué de passer l'informel à l'échelle et donc, il faut être aidé, que ça soit au niveau de la communication aux collaborateurs, de la remontée d'informations, créer ces échanges aussi, dans le réel, ça peut passer par des outils digitaux. Donc oui, je pense qu'au bout d'un moment, il est vraiment indispensable de s'outiller, correctement pour pouvoir, maintenir une culture qui grandit et qui est pérenne dans le temps, ouais. Alors, il y a forcément des préalables à ce type d'équipement pour les entreprises. Je pense notamment à beaucoup d'entreprises qui, pendant le Covid, alors tu m'arrêtes si je me trompe, Kevin, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des outils digitaux pour poser des pansements. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine qu'il y a des entreprises qui ont sollicité Supermood pour dire, bon, on n'a jamais fait d'enquête, on n'a jamais sondé les collaborateurs, allez, on le fait, on met le truc en place et on aura fait le job. Je me trompe ou pas? Est-ce qu'il y en a encore qui sont dans cette... Alors, c'est une bonne question. Il y a quelques années, quand on a créé Supermoon, donc il y a 5-6 ans, toutes les notions de bien-être au travail et cetera, c'était très, très loin. C'était, les Américains en parlaient, mais on parlait encore, quand on parlait QVT, enfin Benoît, tu as dû le vivre, c'était, oui, c'est pour France Télécom et pour Renault où il y a eu des suicides. Voilà. Et on sent qu'il y a eu une accélération du sujet, même à outrance. Il y a 3-4 ans, je me rappelle, les sujets, c'était de faire du yoga ou de la méditation pleine conscience et c'est ça qui allait résoudre tous les maux de l'entreprise. Et puis, il y a une maturation quand même, du sujet très forte et aujourd'hui, on a je pense qu'on n'a plus aucun client qui nous prend comme un pansement en disant: «C'est bon, c'est fait». Par contre, ce qui s'est passé pendant le Covid, donc pour expliquer rapidement ce qu'on fait, chez Supermoon, c'est on crée des feedbacks, des boucles de feedback dans les entreprises pour que les gens puissent s'exprimer de façon anonyme et derrière, on a de la donnée qui permet de dire: voilà, vous avez telle équipe qui est engagée ou pas, voici les leviers de motivation et cetera. Et donc
là, on arrive dans une crise où tout le monde passe chez soi, on perd la convivialité, le lien humain. Et donc la question, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a été pris plus comme une lampe torche qui permet d'éclairer le tunnel que comme un pansement en se disant c'est bon. Voilà, les DRH, les directions avaient besoin d'informations, les managers aussi. Et donc, ce qu'on leur a apporté, c'est de l'information. Ça marche. Du coup, Benoît, on en parlait, mais l'outil, bon, c'est bien, on comprend que c'est un outil, qu'effectivement, ça permet de collecter de la data, de sonder, notamment dans une entreprise qui dépasse les 6000 salariés aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas recueillir l'information comme ça au pied levé, on doit la structurer, mais comment on aligne les managers dans ce type de stratégie? Alors, je pense qu'il y a une dimension culturelle on parle souvent de culture d'entreprise. On a des collaborateurs qui vont être plus ou moins sensibles à la techno, à l'outil, d'autres moins. On a des collaborateurs qui vont être plus ou moins agiles, c'est-à-dire que vivre dans le mouvement, c'est quelque chose qu'ils intègrent plus naturellement que la moyenne, et d'autres moins. Donc, je pense que il faut qu'on ait une culture d'entreprise qui soit adaptée à l'accueil de ces applications, de ces nouvelles technologies. Alors, ça paraît bête de le dire, mais il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Voilà, nous, le digital, je redis, pour nous, ça a été un accélérateur de bonnes pratiques. C'est-à-dire que ça nous a aidé à structurer des processus. Quand on pense le digital, on doit le penser avant tout utilisateur. Aujourd'hui, tous les sujets de la RH peuvent être potentiellement digitalisés, du recrutement jusqu'à la sortie. Mais la plus grosse difficulté du manager, c'est sa charge de travail et sa charge managériale. Et donc, quand on vient poser un nouvel outil, potentiellement, on vient lui ajouter une charge supplémentaire. Et donc, l'enjeu, il est surtout autour de ça, à mes yeux. C'est à un moment, l'outil, ça doit être un facilitateur. On doit penser et aux managers et aux collaborateurs pour se dire, ça doit être facile d'usage, ça doit être facile d'accès, on doit lui faire gagner du temps. Et nous, c'est ce qui nous a aidé. Alors, je prends l'exemple du processus d'intégration. L'outil est venu décharger le manager d'un certain nombre d'éléments, de contenu d'informations qu'il devait délivrer, etc. Et c'est venu soulager, entre guillemets, sa charge mentale. Il bénéficie de rappels sur bien penser à faire telle tâche, bien penser à faire telle autre tâche. Donc voilà, et donc ça l'aide à suivre le processus. Si on le pense à chaque fois comme un truc en plus à gérer, à un moment, il y a une saturation. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est vraiment autour de ça. L'outil digital, comme le disait Kevin, c'est de la data, ça aide à comprendre, ça aide à analyser, mais ça doit venir fluidifier ou faciliter des actions que le manager ou le collaborateur doit opérer. Voilà, et le feedback en est une illustration. Le onboarding à notre niveau en est une aussi. Alors, est-ce que le feedback, finalement, ne vient pas chapeauter, j'allais dire, presque l'ensemble des briques, parce que c'est grâce au feedback qu'on va pouvoir s'assurer que… Alors, on ne va pas parler de QVT, parce que tu préfères la notion d'expérience collaborateur, Benoît, qui est plus large. Mais finalement, les outils de feedback permettent de mesurer cette expérience collaborateur, Kevin. Oui, c'est la lampe torche ou la boussole, c'est-à-dire que je peux mettre n'importe quelles actions en place. Si j'ai pas de retour, j'ai aucune idée de est-ce qu'elle fonctionne ou non. Donc, l'intérêt d'objectiver le feedback, de le ritualiser, c'est que le collaborateur se sent acteur aussi de son expérience, et 2, que le manager, lui, n'avance pas dans le noir et sait ce qui ne marche pas, connaît ses progrès aussi. Il y a des choses qui mettent longtemps à arriver et donc c'est important de montrer au manager qui va dans le bon sens, en tout cas.
Et puis ça décharge sa charge mentale, puisqu'il a il a un vrai retour et il n'est pas dans la supputation de, est-ce que tous mes collaborateurs sont au bord du burn-out ou au contraire, est-ce que tous mes collaborateurs sont, je peux accélérer, x3 dans mon équipe? Voilà. Donc, on a pris il y a 2 exemples qui me viennent en tête. Nous, en interne, on a fait une grosse transformation chez Supermood il y a 1 an et sans données, sans avoir, des datas, je pense que je serais encore en train de me demander: «Est-ce que la transformation, elle est achevée ou pas?» Est-ce que, finalement, ça a été, bien ou non? Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai de la data qui me dit: «Oui, la transformation s'est extrêmement bien passée», et je peux dormir sur mes 2 oreilles. Voilà. Bah, c'est pareil au niveau de chaque manager dans les entreprises. Et puis un autre exemple, on a Aramis Auto avec qui on travaille depuis 3 ans. Ils sont très adeptes du lean, c'est-à-dire, faire les choses petit pas par petit pas. Et quand on regarde leur courbe d'engagement collaborateur, c'est incroyable. Ils sont passés d'une entreprise moyenne à une entreprise dans les top benchmarks, nationaux en 2 3 ans, et ça, ils l'ont fait en gagnant 1 2 3 points par mois, et donc vraiment méthode Lean. Et je pense qu'ils auraient pas eu de retour, de cette métrique mensuellement. Finalement, on voit pas la pente parcourue. Et c'est que quand elle est affichée avec 3 4 5 6 mois de recul qu'on voit le chemin qu'on a parcouru. Voilà. Donc le feedback, c'est aussi quelque chose qui décharge la charge mentale du manager, à condition, comme le disait Benoît, de qu'il sache bien ce qu'il est attendu de lui dans le processus avec l'outil. Parce que si on lui demande, juste de tout faire, c'est très flou et ça lui rajoute de la charge mentale, il comprend pas l'intérêt directement. Donc c'est important de définir bien les responsabilités aussi du manager vis-à-vis de l'outil. Finalement, c'est important de bien vendre l'outil en interne Ouais. et d'expliquer au manager à quoi ça sert, et qu'effectivement, il va avoir un retour quasiment instantané des attentes finalement de son équipe, qui n'a pas forcément dans des échanges informels ou autres. Là, aujourd'hui, je pense que quand tu es dans de l'échange informel, tu as une perception, mais qui est plus ou moins vraie ou fantasmée de la réalité. Alors que là, l'outil t'apporte des données factuelles qui te permettent de répondre plus précisément aux enjeux de tes collaborateurs. Alors, ça passe forcément par une prise de position de la direction générale qui va aller dans le sens, Benoît. Alors, forcément, la direction générale, elle donne le cap dans l'absolu. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique d'aller dans un certain sens. Bon, c'est vrai que alors tu le disais, il y a eu une grosse accélération depuis le Covid, parce on voit aussi l'impact que la crise sanitaire a eu dans l'évolution des comportements des collaborateurs ou futurs collaborateurs, je vais dire des candidats. Il y a eu une transformation colossale. Et effectivement, cette recherche d'équilibre de vie pro-perso, cette notion de qualité de vie au travail, ça devient un vrai critère aujourd'hui d'attractivité ou de sélection. Donc voilà, et donc forcément, ça engage les entreprises. Kevin le disait, à un moment, on fait un bilan, on écoute nos collaborateurs. Et donc, c'est ça qui engage ces mouvements vers des nouvelles applications ou vers des approches managériales un petit peu différentes. Voilà, donc ça, c'est clairement un effet du Covid. Ça a vraiment modifié les comportements et ce qui aurait pris 10 ans, c'est fait en 2 ans, quoi. Voilà, donc ça, c'est clair, net et précis. Et le télétravail en est une illustration. Je me souviens des débats qu'on avait en interne, mais aussi dans beaucoup d'entreprises, où, oui, mais le télétravail, psychologiquement, comment on va faire? Techniquement, c'est compliqué. Et là, en 48 heures, on a vu les choses se modifier, mais instantanément parce qu'on n'avait pas le choix. Donc voilà, donc ça a été la crise sanitaire,
à mes yeux, elle a eu aussi des bénéfices sur la partie RH parce que elle a décloisonné un certain nombre de sujets qui traînaient gentiment dans un placard où on se disait ça va être compliqué. Et là, vous entendez parler de semaine de 4 jours, vous entendez, enfin voilà, il y a des ouvertures qu'on n'aurait jamais eues s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé. Kevin? Non, j'allais dire, et ça a repositionné aussi la DRH, la fonction de DRH, comme un acteur de la performance d'entreprise. Alors, on sentait que le DRH prenait de plus en plus de place dans l'influence et la direction de l'entreprise, mais là, nous, on a vu des DG demander ce qu'ils allaient faire à leur DRH, et ce qui n'était pas si commun. Et c'est ce que disait Benoît, il y a une accélération de la prise en compte de l'humain dans l'entreprise qui a été forcée, mais qui semble assez pérenne. Aujourd'hui, la crise est passée et pourtant, il y a encore des avancées, semaine de 4 jours, etc. Ouais. Ouais, après, il y a beaucoup de goodies aussi, hein. On a fait, nous, des études récentes on a fait une étude sur les candidats, avis des candidats versus avis des recruteurs, sur les mêmes questions. Et sur les motivations, notamment, des candidats, pourquoi ils viendraient, pourquoi ils signeraient un contrat ou pas. Et le télétravail, finalement, n'apparaît même pas dans le top 3. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une période de régulation. Effectivement, comme tu l'as dit, Benoît, on a fait du télétravail, on l'a fait d'un seul coup, ça a fonctionné, etc. Et puis après, on a pensé que les gens voulaient du télétravail. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne veulent pas forcément du télétravail, ils sont plutôt en recherche d'une flexibilité dans le travail. C'est-à-dire de pouvoir être maître, entre guillemets, de leur planning. Et récemment, je discutais avec une RH d'une boîte à peu près de la taille de Kiloutou qui me disait, quand on a voulu arrêter le télétravail, on a eu une levée de bouclier. Et puis, finalement, on s'est dit, ok, on lâche, on autorise 4 jours par semaine. Et elle me dit, aujourd'hui, dans les faits, les salariés viennent au bureau 4 jours par semaine. À partir du moment où ils ont le droit d'être en télétravail, ça leur suffit parce qu'on leur offre la flexibilité. Mais dans la pratique, ils viennent au bureau. On a un peu de data là-dessus. Les gens qui ont été les plus touchés pendant la crise, il y avait deux populations. Il y avait les jeunes, 25-35 ans, surtout par la perte de lien social. Et il y avait aussi les femmes, environ trentenaires. Ça, c'est assez terrible parce que c'est un énorme stéréotype, mais qui étaient reléguées au rôle de mère. Et donc, un des leviers les plus importants pour elles était vraiment la flexibilité du travail. C'est exactement ce que tu dis. Par contre, il y a quand même un changement d'attention des entreprises où, par exemple, on a vu, on étudie l'évolution des questions qui sont posées par nos clients. Il y en a une qui est ma charge de travail est raisonnable. Donc, on essaye de mesurer la charge de travail. Et depuis le Covid, elle a fait 350% de croissance, cette question. Donc, on la pose plus de 3 fois plus. Et ça reste dans le temps. Donc, la prise en compte de la charge de travail et de la santé mentale, d'ailleurs, au sens global, par les employeurs est beaucoup plus forte que pré-Covid. Alors, est-ce que ça, Benoît, c'est pas lié à la conjoncture actuelle et aux difficultés notamment des entreprises à recruter actuellement? Alors, en partie. Moi, je réinsiste quand même sur un point. Aujourd'hui, j'ai quand même quasiment tous les candidats. Nous, dans notre réseau d'agences, le télétravail n'est pas envisageable, hein. Donc, il y a des métiers où on peut envisager le télétravail et d'autres pas, hein. Donc voilà, hein, un chirurgien, ça restera quand même compliqué pour lui de télétravailler, et c'est pareil pour un mécanicien automobile. Ça a modifié considérablement quand même. Alors, pardonne-moi, je veux bien que tu me redonnes la question parce que je l'ai zappé et je partais sur un autre chemin. La question, c'était de dire, oui, il y a eu des modifications au niveau des entreprises qui apportent plus d'attention à la charge de travail de leurs collaborateurs. Et moi, je me dis, quelque part, les entreprises n'ont pas vraiment le choix. Est-ce que vraiment elles le font en se disant,
entre guillemets, on va être sympa avec nos collaborateurs, ou est-ce qu'elles le font en se disant attention, c'est plutôt une stratégie de rétention des talents parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est tellement tendu, on n'arrive pas à recruter, il faut qu'on assure nos arrières. Moi, j'aurais envie de te dire les deux, mon capitaine, mais la rétention est un facteur clé aujourd'hui. Toutes les entreprises ont de grosses difficultés pour recruter et dans tous les secteurs d'activité. Hein, voilà, il y a eu un renversement des positions. Hein, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit expliquer en quoi elle est séduisante pour un certain nombre de candidats hein, ou candidates. Donc, c'est un vrai renversement de paradigme. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps? Aujourd'hui, on est sur un marché en tension. Donc, forcément, le marché est très favorable aux candidats. Aujourd'hui, on voit bien que le recrutement, on est passé de j'attends le CV à maintenant je suis obligé d'aller le chercher. Hein, donc, on est vraiment dans les entreprises chassent pour aller chercher des candidats, donc sur les CV Tech ou directement dans les entreprises. Donc oui, aujourd'hui, il y a une problématique de turnover quasi générale et donc les entreprises cherchent à travailler la fidélisation et donc les leviers de QVT, de digitalisation font partie des facteurs qui contribuent. Je reste quand même. Alors moi, mon approche est très empirique, mais aujourd'hui, je sonde beaucoup les nouveaux entrants chez Kiloutou et les candidats potentiels que je rencontre. Et on se rend compte que l'attente, c'est avant tout de l'attention sur lequel ils expriment un vrai besoin. Et donc, on s'aperçoit que c'est avec qui je travaille, qui sont mes collègues, qui est mon boss, voilà, est-ce qu'il y a de la coopération, est-ce qu'il y a de la bienveillance, est-ce qu'on m'écoute. Enfin, c'est des termes que j'entends systématiquement au-delà de la rémunération, la perspective d'avoir une carrière formidable. Je vois qu'il y a une forme de recentrage, alors qui pour moi est relativement empirique, mais dans l'analyse que j'opère, mais il y a une vraie tendance de fond. Et alors moi, c'est un prestataire qui mettait en lumière, je trouvais l'appellation assez juste, c'est la relation attentionnée. Et j'observe une attente très forte. Après, il y a la proximité du lieu de travail, il y a d'autres dimensions qui entrent en ligne de compte, mais il y a un vrai centrage sur c'est quoi mes missions et avec qui je bosse. Par-delà la notion de sens, qui est souvent un peu théorisée, hein, toutes les entreprises disent nous on veut donner du sens, voilà, mais le collaborateur qui est éloigné de la direction, pour lui ça apparaît souvent quand même comme quelque chose d'assez théorique et donc on ressent sur du quotidien et le quotidien c'est qu'est-ce que je fais et avec qui je le fais. Oui, exactement. De toute façon, le premier facteur de démission ou de rupture de période d'essai, c'est le manager, le CM+1. C'est ce qui est noté aujourd'hui. Par contre, dans les facteurs, effectivement, comme tu le dis, de choix d'une entreprise pour un candidat, le premier facteur, c'est l'intérêt de la mission. Ça aussi, c'est intéressant aujourd'hui. On ne parle plus de l'intérêt du poste. On parle de l'intérêt de la mission ou des missions proposées. C'est-à-dire que les candidats raisonnent à court terme sur des missions précises et pas sur une globalité de poste en se disant je me projette chez Kiloutou pour y entrer et faire carrière. Non, je rentre pour une mission précise. Voilà, on a ce changement de paradigme aussi, et c'est pareil au niveau des collaborateurs. Hein. J'ai une question à poser là aux participants, puisqu'on ne les a pas embêtés ce matin. Est-ce que vous utilisez dans vos entreprises des solutions pour avoir un feedback de vos collaborateurs, que ce soit Supermood ou autre, hein, ou même des baromètres internes, des baromètres sociaux? Vous pouvez répondre dans le chat simplement en nous indiquant si oui, vous le faites ou non. Pas encore, pas encore. C'est timide, hein.
Oui, en cours de sélection. Ça tombe bien, avec Kevin que vous pourrez rencontrer. Oui, baromètre social. Non, pas encore. Alors, il y en a quand même pas mal qui le font pas encore. Hein. Il y a, statistiquement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font un sondage annuel, une enquête Ouais. annuelle. Ça, c'est quelque chose qui est très, très répandu. Légalement, de toute façon, il y a une obligation à partir d'une certaine taille de mesurer les risques psychosociaux, ce genre de Ouais. sujet. Alors là, on est sur une sous-partie du QVT. Et par contre, le fait de sonder un peu plus régulièrement qu'une enquête annuelle, c'est quelque chose où toutes les entreprises s'y mettent ou souhaitent s'y mettre assez rapidement. La question est souvent dans quel timing? Est-ce Alors, que c'est ma top prio? Est-ce que voilà. c'est ma deuxième question du coup. Pour ceux qui le font, est-ce que c'est une enquête annuelle? Est-ce que vous le faites une fois tous les mois, 2 fois par an? Quelle fréquence? Ah, on a du trimestriel, c'est bien. Trimestriel, tous les mois, une fois par an. Il y a pas mal de trimestriels. Hein. Ouais. Annuel. Une fois tous les mois. Oui, il y a un peu de tout. Il y a tous les mois. C'est vrai que trimestriel revient pas mal, mensuel. Méthode des smileys journaliers mise en place, mais les collaborateurs ne répondaient pas. Alors, effectivement, moi, c'est pas ma méthode préférée. C'est un cas intéressant, le smiley journalier, parce que, en fait, la question, c'est quel est l'intérêt? Quelle est la valeur qui est apportée aux collaborateurs ou aux managers? Et nous, on a vu des clients qui le font, et ça a fonctionné, mais ça a dû demander quand même beaucoup d'évangélisation, là, c'est devenu vraiment un rituel, comme dire bonjour. Mais dans la majorité des cas, finalement, la valeur, elle est perçue, elle est assez faible, et donc ça tient pas dans le temps. Je partage. Alors, comme beaucoup, alors nous, on a effectivement l'enquête d'engagement. Pendant la crise sanitaire, comme beaucoup d'entreprises, la prise de pouls du moral a été intensifiée de manière très régulière. Et aujourd'hui, on s'interroge. Alors, je vous avoue que notre réflexion est plutôt autour du trimestre. Et effectivement, on se pose la question de, voilà, est-ce qu'on va recueillir un petit peu le ressenti de nos collaborateurs sur leur relation au travail et à l'équipe, et puis leur relation à l'entreprise, quoi. Christophe, si je peux rebondir là-dessus par rapport à la fréquence. Alors, j'allais t'interroger là-dessus, justement, avec une sous-question. Quelle fréquence? Et est-ce qu'on doit, quand on augmente la fréquence, rejouer tout le temps la même enquête ou aborder des thématiques différentes? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, déjà, dans nos études, on a fait une étude il y a 1 an sur 40 000 collaborateurs par rapport à la fréquence. Et donc, on a fait des sondages hebdomadaires, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les trimestres. Et on se rend compte que le taux de réponse, donc avec les mêmes questions, hein, le taux de réponse est à 1 ou 2% près le même. Voilà. Donc en moyenne, chez nous, on a 70% de taux de réponse. Donc on avait des questionnaires qui oscillaient entre 68 et 73%. Donc en fait, la fréquence n'a aucun impact sur le taux de réponse global. Par contre, ce qui est important, c'est le contenu des questions. Et ce qui va driver un taux de réponse haut, c'est est-ce que les questions sont pertinentes pour le collaborateur qui répond ou non. Un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais, très bien. Donc la question est, est-ce que les questions qu'on pose sont pertinentes pour les collaborateurs? Et quand vous pensez feedback, etc., pensez à des conversations dans la vie réelle. Si je vous dis jamais bonjour, je vous dis jamais merci, on se parle une fois par mois ou une fois par semaine, mais c'est rasoir, voilà, on va pas être copains. Alors que si on se parle tous les jours, mais que c'est hyper intéressant, là, on peut parler autant qu'on veut et voilà. Et donc ce qu'on conseille à nos clients, c'est de dire la fréquence, il faut que ce soit la fréquence dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de connaître l'engagement tous les jours? Bof. Tous les mois ou tous les trimestres? Oui, sûrement, plus que tous les ans en tout cas. Et ensuite, ne vous limitez pas du tout à la fréquence, posez des questions quand vous en avez besoin.
Et donc, on l'a vu pendant la crise, on a un exemple avec Natixis qui chaque semaine posait des questions sur le télétravail pour adapter sa politique. Et ça a duré 2 mois. Puis au bout de 2 mois, ils ont dit, bah, très bien, c'est bon. Et ils ont fait un sondage 3 mois après pour mesurer l'impact un peu moyen terme. Voilà. À côté de ça, ils ont posé des questions sur la nouvelle stratégie. Ils ont posé, voilà. Donc, il y a un sujet en tout cas, les entreprises les plus matures chez nous voient pas du tout l'enquête comme quelque chose de vraiment formalisé, avec une fréquence, une cadence, mais plus comme un moyen de dialoguer quand il faut, avec soit l'ensemble des collaborateurs, soit des sous-segments de collaborateurs. Voilà. Après, généralement, si vous avez ce qui est intéressant, c'est de remonter l'engagement global ou l'expérience collaborateur au niveau du COMEX. Et là, la fréquence, soit mensuelle, soit trimestrielle, elle est pas mal, parce que ça donne un point ritualisé avec le COMEX pour parler de ce sujet. Voilà, donc je vous ai fait une réponse un petit peu adjacente, mais la question n'est pas la fréquence, c'est plus l'utilité, à quoi ça sert de parler. Parce qu'en fait, tu peux l'utiliser de manière continue pour mesurer l'expérience collaborateur et tu peux l'utiliser également, comme tu l'as dit, pour travailler sur un projet en particulier, type mise en place d'un accord de télétravail Exactement. ou projet de transformation. C'est ça. Par exemple, un truc qu'on voit beaucoup, c'est la mesure du INPS, le Employee Net Promoter Score. C'est une question qui est est-ce que vous recommanderiez Kiloutou comme une entreprise où il fait bon travailler, par exemple. Ça, c'est une question. La majorité de nos clients la posent tous les mois. Par contre, ça répond un peu à ta question, est-ce qu'on fait les mêmes enquêtes ou pas? Par contre, c'est communiquer aux collaborateurs de la façon suivante, c'est un thermomètre qui va nous dire est-ce qu'il fait chaud ou froid. Par contre, le thermomètre, il nous dit pas est-ce qu'il va falloir mettre un kawaii, un parapluie ou un short. Donc, vous allez répondre à une question, ça va ne servir à rien en termes d'action. Par contre, ça informe la direction de ce qui se passe et c'est indispensable. Si, pour les actions, on va poser d'autres questions, par exemple, 5 questions qui vont rouler tous les mois ou tous les 3, voilà. Et là, on va pouvoir prendre des actions parce que les questions sont beaucoup plus orientées, beaucoup plus précises. Voilà. Et donc, il faut faire un mix entre des métriques qu'on pose tous les trimestres ou tous les 6 mois pour mesurer une évolution et des questions qui changent d'une fois à l'autre pour aborder des thématiques différentes. Finalement, c'est super intéressant parce que ça permet à la fonction RH et à la direction générale de mesurer l'impact des stratégies qui sont déployées auprès des managers et des collaborateurs hein, et d'avoir directement un feedback en fait. Exactement. J'abonde à ce que Kevin dit. Nous, sur le télétravail, en fin de compte, on a sondé les collaborateurs pour savoir ce qu'ils souhaitaient. Et de manière très consensuelle, alors chez Kiloutou, ça tournait autour de 2 jours. Voilà. Donc, ils ne cherchaient pas 3, 4 ou 1. Et voilà. Et c'était quasiment alors, je ne vais pas dire l'unanimité parce que ça serait pas très démocratique, mais il y avait une majorité extrêmement forte là-dessus. Et donc, nous, ça nous a aidé pour la construction de l'accord. Voilà. Et en plus, on peut venir vers les partenaires sociaux pour dire, bah voilà, c'est quelque chose qui est travaillé avec l'ensemble des collaborateurs. Hein. Donc, pour nous, le message était fort. Et entre guillemets, l'accord a été facile à mettre en place parce que il y avait une cohérence globale et une volonté qui allait à peu près au même endroit, quoi. Alors tous les sujets ne le permettent pas, mais en tout cas c'est un vrai facilitateur là-dessus. Alors Kevin, j'imagine que les IRP sont quand même plutôt favorables à la mise en place de ce type de solution. Ouais, alors c'est marrant, il y a toujours une petite méfiance et défiance au début. Et puis dès qu'on présente la démarche, ce que permet l'outil, etc., finalement, on n'a jamais eu le moins de problèmes. Et au contraire, ça crée un lien entre la direction et les IRP. On a un très beau témoignage chez Candia, où on est sur des usines parfois très syndiquées, avec des relations dures. Et finalement, Supermood a créé un vrai lien, un vrai liant, parce que c'est un tiers parti qui est objectif. Donc, c'est ce que disait Benoît, on a la data. Ça crée de la transparence. Voilà, exactement. C'est pas parce que les gens disent 2 jours de télétravail qu'on va prendre 2 jours.
Mais par contre, on a agi en au moins écoutant les gens et en pleine conscience. Et après, on va pouvoir aussi mesurer, parce que entre ce que les gens, pensent qui est bon pour eux et ce qui est vraiment bon pour eux, il y a parfois un décalage. Et donc on peut prendre ce truc et puis mesurer derrière s'il y a vrai impact. C'est ce que vous avez fait chez Kiloutou, vous avez donné 2 et finalement on se rend compte que 1 c'est à peu près, suffisant. Alors, question classique, hein, j'invente rien, mais admettons que Kiloutou décide de faire une enquête tous les mois. Quelque part, est-ce que ça n'oblige pas l'entreprise, alors déjà, à faire, j'imagine, un feedback de cette étude tous les mois aux managers, aux collaborateurs, et puis, est-ce que ça ne l'oblige pas à être plus proactive dans les actions qu'elle va devoir mener pour répondre aux attentes des collaborateurs? Est-ce que c'est pas un peu se mettre la pression de faire ça? Quand on a commencé, on disait, un sondage égale une action. C'est l'enfer et ça mène tout le monde au burn-out, que ce C'est ça. soit les RH, la direction. Donc c'est mon exemple de tout à l'heure, ça dépend comment vous le présentez. Si vous le présentez sous forme de thermomètre, il y a pas d'engagement du tout de prendre et c'est comme, bah, il faut remonter le chiffre d'affaires que je fais par magasin. C'est chiant, mais bon, dur de piloter une entreprise si on connaît pas. Voilà. Ensuite, il y a plein de, il y a plein de parallèles à faire. C'est comme, la création d'un produit. Vous allez interroger vos clients pour savoir ce qu'ils veulent, mais vous n'allez pas développer tout ce qui est demandé par le client. Vous allez le prendre, le prioriser, le malaxer, le comprendre un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a derrière et puis vous allez prendre 1 action, 2 actions, voir comment. Voilà, donc il faut rentrer dans ce genre de dialogue avec les collaborateurs. Sinon, en fait, c'est extrêmement, déresponsabilisant pour le collaborateur qui est juste attentiste et qui dit: «Je réponds, ça va être fait» et c'est pas voilà et c'est épuisant pour, la direction. Donc la communication de quelle est la responsabilité de chacun dans ce projet et qu'est-ce qui va en être fait, c'est hyper important. Donc sonder tous les mois ou tous les jours, ça n'a ça n'a aucune différence si ce n'est la communication. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sondent tous les mois ont plus d'informations et donc prennent des décisions qui sont plus éclairées et plus rapides, en moyenne. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles prennent plus d'actions. Benoît, quand tu disais on le faisait une fois par an, on envisage de le faire au trimestre, comment tu vas présenter ça à ta ligne managériale? Pour l'instant, on est à l'étude, hein, donc on n'a pas fait le choix d'aller à droite ou à gauche, hein, voilà. Alors, c'est un présupposé. On se dit, mais allons peut-être plutôt sur le trimestre, parce que chaque mois, bah, c'est un peu ce que vient de dire Kevin. On se disait, mais chaque mois, ça veut dire que ça Je nous engage. te coupe, mais quand tu dis on, c'est toi la DRH et la direction, ou est-ce que tu impliques des managers dans la réflexion? Alors, à ce stade, les managers ne sont pas encore impliqués dans la réflexion. C'est nous qui nous posons la question par rapport à l'expérience collaborateur. On a différents sujets. Voilà. Nous, on mène par exemple les enquêtes de départ, mais à un moment, bah, on fait des constats. Mais la difficulté, les gens ne se contentent pas du constat. Ils attendent des actions ou une action. Et c'est là où moi j'abonde sur ce que disait Kevin. On est tous co-responsables. C'est pas Dieu le Père à la direction qui va trouver toutes les solutions. Les managers ont un bout, les collaborateurs ont un bout. Et c'est ça qu'on doit réussir à malaxer. L'idée du mois ou du trimestre, le sentiment que j'ai à l'instant T, c'est de me dire, mais c'est fonction des entreprises, hein, il n'y a pas d'obligation. C'est on se dit, mais chaque mois, donc on va faire, on va avoir une analyse. Alors si elle est positive, on s'embrassera et on se tapera dans la main, hein, donc très bien. Mais la crainte, c'est toujours la réponse négative. Et donc, que fait-on? Et on se dit chaque mois, c'est très dense. C'est pour ça pour l'instant, si on va au bout, on aurait plutôt un parti pris sur le trimestre. Oui, mais du coup, c'est peut-être aussi lié à la façon dont c'est amené, ce que disait Kevin. Oui. En fait, c'est une question de communication autour de la solution et de ce qu'on en fait
Et effectivement, si on fonctionne comme un thermomètre, finalement, il n'y a plus tellement de problématiques. On ne s'engage pas à chaque fois à répondre à un besoin. Alors, et on l'a rarement, enfin aujourd'hui, on ne prenait pas d'engagement, mais forcément on est regardé et donc il y a souvent une attente. Pourquoi? Je reviens sur la notion de culture. Chez Kiloutou, c'est une culture de l'action. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réagir et trouver une solution. Voilà, donc c'est très culturel. Mais vous avez raison, c'est aussi dans la manière de le présenter. Si on est sur une logique de thermomètre, l'approche peut être un petit peu différente. Maintenant, on est dupe de rien, c'est-à-dire que nos collaborateurs ou trices, s'il y a un sujet qui ressort, globalement, on espère qu'il va être traité. Après, à nous de définir la manière dont on va le traiter, et y compris sur la méthode, hein, collaborative ou non. Moi, je reste convaincu que sonder pour sonder, au bout d'un moment, les gens vont dire c'est mignon, mais il n'y a jamais rien qui se passe, donc moi, j'arrête d'y répondre. Donc, c'est là où, oui, le thermomètre, c'est vrai, mais se dire on fait jamais rien, je pense que ça ne sera pas entendable par nos collaborateurs. C'est pas le but. Non, mais complètement, hein, Kevin, pas de méprise, mais voilà, je pense qu'à un moment, ça engage l'entreprise. Par contre, moi, c'est cette co-responsabilité où tout n'est pas au national. Voilà, c'est comment on trouve des articulations qui nous permettent d'impliquer chacun dans une amélioration. Ça, c'est un enjeu. Pour inspiration, on travaille avec Boulanger qui a une culture très forte de l'action. Alors je ne connais pas la culture Kiloutou, hein, mais Boulanger, très belle culture. Et eux, ce qu'ils font, c'est que managérialement, il y a une discussion au niveau régional avec les N-1 sur une progression de l'engagement au trimestre, mais la mesure se fait au mois, ce qui permet au manager de voir sur le trimestre est-ce qu'il va dans le bon sens. On fait le point au trimestre, est-ce que globalement il y a une progression ou pas? Et il y a une enquête annuelle ensuite qui vient en gros sanctionner l'ensemble de la progression du groupe. Voilà. Donc les managers ne sont pas incentivés à la progression parce que ça pourrait biaiser les résultats, enfin pour plein de raisons. Mais par contre, il y a vraiment ce triptyque de le vrai bilan, c'est au niveau de l'année. Les objectifs qu'on se donne, c'est au niveau du trimestre. Et la boussole qu'on regarde, elle est au niveau du mois. Voilà. Donc tu as cette décorrélation et les résultats des sondages sont plutôt communiqués aux collaborateurs au niveau du trimestre. Pour conclure, je vais être transparent, on discutait avec Benoît, justement. Ton marché aujourd'hui, Kevin, il a un peu explosé quand même, parce qu'avec le Covid, il y a quand même, on voit beaucoup d'entreprises qui ont lancé des solutions presque par opportunisme. Et c'est un peu difficile de s'y retrouver finalement aujourd'hui. Tu as de tout en fait sur le marché. Quel conseil tu pourrais donner à un RH qui cherche une solution, alors sans faire ton autopromo, mais je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour un RH de se dire je vais choisir une solution, quelle solution j'embarque dans mon entreprise. Oui, tout à fait. Quoi, il faut être vigilant sur quel point? Alors, il y a 2-3 points qui sont importants. Le premier, c'est la philosophie. Qu'est-ce que va m'apporter le prestataire? Il y a des prestataires extrêmement orientés QVT, d'autres qui sont plus orientés RPS, d'autres qui sont plus orientés performance globale et le feedback n'est qu'un moyen. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que je veux là-dedans? Est-ce que je suis au service de la performance de mon entreprise grâce à l'humain, plus sur la réduction des risques, etc. Deuxième chose, c'est les capacités techniques des outils. Il y a un sujet qui est, il ne faut pas que ça prenne trop de temps et il faut que ça soit quand même stable. Parce que quand vous avez des milliers de gens qui y répondent, si ça pète tous les 4 matins, c'est compliqué. Et donc pour gagner du temps, il y a plein de fonctionnalités, les exports automatiques, les analyses automatiques, les détections, les verbatim, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose d'important à regarder. Et ensuite, le troisième qui, à mon avis, est le plus important, c'est l'accompagnement.
Et tous ces sujets là dont on a parlé sur la fréquence, et cetera, bah, c'est des sujets où les prestataires peuvent faire gagner énormément de temps parce qu'ils ont travaillé avec plein de gens et qui ont de l'expérience. Et donc le niveau d'accompagnement qui est nécessaire, serait pour moi le 3e pilier. Est-ce qu'on veut tout faire en interne et on veut juste une plateforme techno? Ou est-ce qu'on veut être accompagné jusqu'à, consulting avec des psychologues du travail, et cetera? Voilà. Donc ça va être je pense les 3 éléments majeurs, pour choisir un prestataire. Et après en fait, c'est assez marrant, on a eu une explosion, donc quand c'est créé, il y avait 3 acteurs, on était un des 3 acteurs, en France, il y a donc 5-6 ans. Il y a une explosion, 2 ans avant le covid, des solutions. On est arrivé à une vingtaine de solutions. Quand vous dirigez une boîte super, c'est toujours un benchmark, bon, ça forge au moins. Et puis là, il y a quand même un recentrage des entreprises qui sont quand même aujourd'hui, je pense, les plus sérieuses, où en France, d'acteurs sérieux, on doit être 3 ou 4, et d'acteurs internationaux, 2 ou 3 qui jouent en France. Voilà. Mais donc, il y a quand même un marché qui a vachement maturé et on est sorti du côté paillettes, bah, le côté smiley tous les jours. Il y en a eu Ouais. beaucoup et on se rend compte que finalement, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, aujourd'hui, les prestataires vont avoir plus de valeur sur bah, comment on aligne les managers, comment on s'aligne avec une direction, voilà. On sort de la fonctionnalité de l'outil pour arriver plus sur comment on fait que la démarche, elle marche. Super. Benoît, tu veux conclure? Alors, c'est quand on avait échangé, Christophe, alors je remonte d'un cran, on avait dit le digital est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et je vais m'expliquer, ben voilà, avoir de la data, de l'analyse, etc., c'est génial. Et on va chercher l'info, et c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Moi, je réinsiste toujours, attention aussi, ça n'enlève pas le rôle du manager vis-à-vis de ses collaborateurs, de poser des questions, de dire bonjour, de dire bravo, de sanctionner s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, ça ne doit surtout pas déresponsabiliser le manager de la relation. Je vous disais, nous, on est peut-être beaucoup dans la relation informelle et on cherche à formaliser. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. C'est toujours quelque chose d'équilibré sur lequel on doit être. Parce qu'à un moment, c'est tout. Moi, j'attends mes résultats, et puis comme ça, je saurai ce que pense mon équipe. Voilà. Donc, et ça, à mes yeux, ça n'est pas possible. Et donc, ça doit renforcer le manager, au contraire, à intensifier sa relation avec ses collaborateurs. Je redis, bonjour, bravo, merci. C'est les basiques de chez Basique, mais on s'aperçoit que tout manager qui soit, parfois il peut l'oublier, il peut être pris par le temps, et c'est ça qui abîme parfois un petit peu la relation. Ouais, l'outil n'est qu'une étincelle. Exactement, et je retiendrai l'expression. Super. Eh ben, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je vous ai mis le lien là, Merci. si vous souhaitez découvrir la solution de Supermood. Je vous ai mis un petit lien si vous souhaitez une démonstration de la solution. Merci Benoît, merci Kevin. Merci Christophe. Merci à vous. Webinaire en replay sur MyRH Line d'ici lundi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Et bon appétit. Merci. Pareillement.